Bonsoir, 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 bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungon, porteur propagateur du savoir ancestral descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais passer, voilà, Maxi, je crois, 1 heure avec vous pour essayer de parler du phénomène de la traîtrise en Afrique. Chez le peuple noir en général, si vous voulez. Et je vais prendre quelques exemples pour mieux étayer mes propos. Tout simplement, ceux qui sont là, ceux qui vont nous rejoindre entre-temps, on vous invite tout simplement à partager, à liker, à mettre le maximum de likes et de cœurs, voilà, de tapoter pour ceux qui sont sur YouTube, sur TikTok et pour ceux également qui sont sur Facebook, n'hésitez pas. Vous savez que mon compte d'ailleurs sur Facebook depuis pas mal de temps est signalé. Est d'ailleurs fortement signalé, donc il faut mettre les cœurs quand vous arrivez, n'hésitez pas. J'ai très peu de temps pour faire des lives, de temps en temps je fais quelques petites vidéos enregistrées quand j'ai envie de m'exprimer sur un sujet d'actualité. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer et renouveler tout mon soutien au président élu, Issa Tiroma Bakari. J'ai eu l'occasion de le faire hier lors du live organisé par mon frère de combat Michel Ngachou, qui a fait un travail d'ailleurs formidable hier. Alors là, ça bouge un peu, le téléphone est tombé. Voilà, mon pauvre téléphone, si ça tombe tout le temps. Heureusement qu'il est solide. Donc, vous voyez, donc j'étais en train de vous dire, il faut qu'on en parle parce que c'est un problème très important d'entrée. Donc j'étais en train de vous dire ici, je renouvelle, voilà, je renouvelle tout mon soutien au président Issa Tiroma Bakari, qui est le choix du peuple camerounais, même si quelqu'un vient là de l'appeler le pangolin. On est habitué à ça, ça fait des mois. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Je ne vais pas d'ailleurs lire vos commentaires parce que je crois peut-être que je vais éviter de lire les commentaires. Je ne sais pas comment on fait ça sur TikTok, sur Facebook, ça je le sais. Donc, je vais éviter peut-être de lire les commentaires pour ne pas être distrait. Voilà, bonjour, bonsoir ma soeur Hortense. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vais déjà commencer par circonscrire le problème. Je veux parler de l'Afrique, je veux parler du peuple noir en général. Le peuple noir est éparpillé dans le monde, comme vous le savez. Et donc, quand je parle de trahison ici, il ne faut pas déjà qu'on se mette dans la tête que la trahison, c'est quelque chose de propre à l'Afrique. La trahison, c'est quelque chose qui est très peut-être, qui est une habitude chez notre peuple. J'ai envie de dire que la trahison, elle est partout. Donc, tous les peuples du monde trahissent. Peut-être les autres le font un peu plus discrètement ailleurs, mais il y a des trahisons partout. Le problème maintenant, c'est quand les gens trahissent parce qu'ils savent que derrière, ils ne risquent rien. Les gens peuvent se lever du jour au lendemain trahis sans être inquiétés. D'ailleurs, il y a des gens qui trahissent et qui le lendemain sont dans les rues et les gens les interpellent pour faire des photos avec eux. Les gens courent après eux pour faire des photos. Mais pourtant, ils viennent de trahir tout un peuple. Ils viennent de trahir toute une nation. Mais ça n'inquiète pas les gens. Pourquoi? Parce que chez nous, on a presque normalisé la trahison. C'est là le fond du problème en fait. Donc, comment on traite, permettez-moi la répétition, les traîtres chez nous? Comment on récompense les véritables patriotes? J'ai fait une petite vidéo de 15 minutes sur ça il y a quelques jours. Quand vous voyez quelqu'un qui est capable de garder le secret, quelqu'un qui est capable de retenir des choses pendant très longtemps, parce qu'il sait que s'il met cette chose dehors, ça va peut-être nuire à l'intérêt de tout le pays. Il prend sur lui de garder cela. Les secrets d'État. Comment cette personne-là est récompensée? Et donc celui qui trahit, comment on traite donc celui qui a trahi? S'il n'y a pas une sacrée différence, une différence fondamentale entre les deux, si la frontière entre ceux qui ont trahi et ceux qui sont restés des véritables patriotes et qui ont gardé les secrets ou qui ont dit la vérité qui a libéré le peuple,
On tombe dans le même piège et on se répète sans cesse. Salut encore à toi, mon frère Michel Ngachou. Je parlais de toi il y a quelques minutes. Bravo pour le live d'hier. Et encore une fois, continue comme ça. Tu as une énergie incroyable. Incroyable. Parce que ce que tu fais, c'est un boulot formidable. Il faut avoir vraiment du cardio. Moi, je n'ai plus cette force-là. Je suis tellement occupé par mille et une choses ces derniers temps que je n'ai plus cette force. Alors, donc, on va commencer chez nous. On va prendre des exemples très simples chez nous. Qu'est-ce qui fait qu'au Cameroun, par exemple, quelqu'un se lève et il trahit sans crainte? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se lève, il détruit tout le projet de tout un peuple sans être inquiété? C'est ça justement le problème. On va prendre un exemple qui est très simple. On a quelqu'un qui s'appelle... On a quelqu'un qui s'appelle Albert Nzonga, qui est un proche conseiller au MRC et tout ça, qui est venu, mais avec une telle désinvolture, dit sur un plateau télé en plein live qu'il fait partie de ceux-là qui avaient trahi en 1992. C'est-à-dire que le président du SDF, Social Democratic Front à l'époque, avait gagné, Ni John Fundi. Lui, il a trahi pour que la victoire revienne à Paul Biya, qui est encore là aujourd'hui en 2026 et qui a 93 ans, après 43 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'il a directement contribué au maintien du système actuel. Mais comment se fait-il qu'un homme comme ça ne soit pas inquiété? Vous voyez? Voilà un exemple simple que je peux prendre pour parler du cas du Cameroun. Mais je ne veux pas vraiment parler du Cameroun parce que le live était prévu à l'échelle vraiment continentale. Je vais parler beaucoup plus ailleurs. Donc, pour ceux qui viennent et qui peut-être vont rester, qui ne pensent pas que c'est... Peut-être qu'ils vont être dessus. Je rappelle, le live, ce n'est pas vraiment pour parler du Cameroun aujourd'hui. Je vais plus m'étendre sur... parce que j'aime bien souvent aussi, voilà, aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais un monsieur comme ça a parlé, il n'est pas inquiété. Le lendemain, il devait être arrêté ou bien immédiatement quand tu finis ce genre de témoignage. La justice est à tes trousses, en bas même de l'immeuble où tu viens de déclarer à la chaîne de télévision. On peut t'arrêter directement, t'amener en prison, t'amener te juger. Tu as trahi à l'époque. Et tu le dis de façon délibérée, avec une telle désinvolture qui ne montre même pas que tu regrettes. On va prendre un autre cas. Quelqu'un qui s'appelle Yebga. Qu'est-ce qu'on a fait de Yebga aujourd'hui? Est-ce que Yebga est inquiété? Quelqu'un se lève, on va le chercher dans un village. Le président Maurice Kamto est candidat à une élection. Tout est déjà bouclé, tout est bon. On va prendre quelqu'un comme ça, qu'on fabrique pour ramener à l'intérieur du Manidem. On le fabrique comme le président. On falsifie le site en ligne du ministère de quoi encore là et tout ça. On fait de l'intérieur. On fait des choses du ministère de l'administration territoriale. Bon, c'est l'équivalent du ministère de l'Intérieur dans d'autres pays. Le cas de la France, par exemple. Vous voyez? Et une fois qu'on a fait ça, on bloque la candidature de Maurice Kamto. Yebga est en liberté. Il est dans un hôtel. Il est entretenu par des femmes de joie. Il a son whisky, il boit son champagne. Jusqu'aujourd'hui, Yebga est tranquille au quartier. C'est-à-dire que Yebga va aller dans un marché aujourd'hui faire ses courses. Il va aller n'importe où. Yebga peut même voyager. Il peut aller n'importe où au Cameroun. Personne ne va l'inquiéter. Donc la question maintenant revient. Comment chez nous on traite les traîtres? Comment chez nous on traite les traîtres? Comment on récompense les patriotes? Cette question-là doit se poser. Cette question-là doit se poser. On a eu plusieurs cas ici, des peuples, par exemple, en pays Bamileke, des Bamileke qui ont trahi délibérément. Des causes qui étaient des causes, parfois des causes communautaires, je ne dis pas des causes communautaristes, hein? Ou avec tout ce qu'on a subi en tant que peuple Bamileke, on arrive à se structurer, on arrive à s'organiser. Mais il y a des gens de l'intérieur qui portent les combats Bamileke et partent les vendre à Yaoundé. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ils sont dans nos réunions, ils sont dans nos quartiers, les gens discutent avec eux, on mange. Il n'y a pas cet isolement social, il n'y a pas cet éloignement.
on ne les punit pas. Résultat, demain, chacun peut se lever, il fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il ne sera pas inquiété. C'est ça le véritable problème, c'est que chez nous, on ne punit pas les gens. Ceux qui font des bêtises ne sont pas punis. C'est justement où se pose le problème. Il y a le cas Yebga, il y a le cas... on a vu Fotso Victor de son vivant ici, prendre la caméra. Devant tout le monde, il a déclaré. Pourquoi les Bamileke sont pressés? Tant qu'il est en vie, aucun Bamileke ne sera président. Les Bamileke partent où? Il s'adressait comme ça à Maurice Kamto. Tout dit, mais pourquoi Kamto est pressé? Pourquoi le petit rat veut passer devant là où il y a des lions, des panthères et tout ça pour aller prendre le pouvoir? Il avait sorti un proverbe villageois comme ça et autres. Vous vous souvenez des organisations parfois des sociétés secrètes. Bamileke qui menait des combats nobles, des combats dignes pour notre peuple. Bonsoir mon grand Angelbert. Mais ces choses-là ont disparu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé tout simplement d'aller vendre ce qui se passait. Ce qui se passait à l'ouest. Le combat qui était porté a été vendu par des gens qui pensent tout simplement que, voilà, derrière ça, ils peuvent se remplir les poches. On n'a pas oublié, à côté de Yebga, il y a un certain, comment on appelle, un certain journaliste, ou c'est Denis Kwebo également, qui est dans la même trahison avec Yebga. Denis Kwebo aujourd'hui, il n'est pas inquiété, il fait partie de l'équipe, je crois, qui s'occupe des affaires de... Comment on appelle ça? Des affaires des élections, de recensement des populations, des trucs des élections et tout ça. Ils vivent leur vie, ils ne sont pas inquiétés. Je prenais des exemples sur le Cameroun juste pour qu'on se comprenne. Il ne faut pas que les gens pensent que je vais développer peut-être plus après. Donc il y a des peuples ailleurs qui sont aussi dans cette trahison, qui sont dans la collaboration. J'ai pris l'exemple tout simplement pour... illustrer comme ça mon propos d'entrée. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que non, la trahison c'est seulement chez nous. Je vais aller peut-être un peu plus loin après. Mais commençons chez nous. Les gens trahissent. Et on ne leur fait rien du tout. Ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Ils mènent leur vie comme si de rien n'était. C'est là où se pose le problème. Si les gens ne sont pas capables de punir, si chacun peut se lever, faire tout et n'importe quoi, sans être inquiété. On a vu Roméo Dika ici, un artiste camerounais, dire sur la place publique que lors des élections, il a volé 21 cartons de quoi? Des urnes, voilà. Et il est allé garder ça quelque part. On a comptabilisé ça, après on a rajouté ça pour le compte du RDPC. Roméo Dika est en vie. Qui l'a déjà inquiété un jour? Personne. Justement, on continue. Vous voyez, les gens peuvent se lever et faire ce qu'ils veulent. Personne ne les inquiète. C'est justement où se trouve le problème. Justement, comme chez moi, comme le dit mon frère Fouad Salien, comme chez moi, à Bansoa, le village, l'arrondissement s'appelle l'arrondissement de Penka-Michel. Mais celui qui s'appelle Penka-Michel, à l'époque, c'était un collabo des colons. C'est chez lui d'ailleurs qu'on installait des camps de base militaires françaises pour pilonner les populations. Et pendant ce temps, voilà, le procès a déjà été renvoyé je ne sais pas combien de fois. Le problème souvent chez nous, c'est que les gens punissent parce qu'ils savent qu'on ne va rien leur faire. Donc ils ne peuvent pas, ils ne sont pas inquiets. Ils peuvent punir comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne seront pas inquiétés. Voilà justement le fond du problème. Comment il s'appelle Daniel Kemajou à l'époque? Daniel Kemajou, qui est un brillant intellectuel, qui est un homme qui a un charisme fou, qui vient de la société, qui vient de la famille royale Bazou, qui est prince, je crois, à l'époque chez les Bazou, quelqu'un qui est intellectuellement très poussé, quelqu'un qui a une certaine carrure, une stature, on le voyait comme le futur président du Cameroun à l'époque. Il n'a pas certes le soutien qu'on attend du côté, par exemple, de l'Ouest. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte d'ailleurs de la chance que le président a, Maurice Kamto. Je rappelle ici que le président Maurice Kamto a beaucoup de
de chance. Ce qui se passe avec le président Maurice Kamto, c'est quelque chose d'exceptionnel. À la base, le Bamileke n'est pas quelqu'un qui soutient son frère. Donc, voit aujourd'hui des millions de Bamileke qui portent Maurice Kamto pendant des années. Comme nous le faisons, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas être Tchang, tu peux pas être candidat à la mairie à Bafoussam, tu gagnes. Il ne faut pas croire parce que, c'est-à-dire que tu ne peux pas partir de Banganté parce que tu es Bamileke, tu crois que tu vas aller en Bouddha, tu vas gagner. Ah non, 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 en pays Bamileke, ce n'est pas possible. Vous allez voir même déjà dans la vraie vie, vous allez voir combien de Tchang en couple avec des Banganté. Est-ce que vous en voyez? Donnez-moi le nombre de couples que vous connaissez, Tchang et Bafang, ou bien Bouddha et Bafang. Mais pourtant, c'est entre nous le peuple Bamileke. Mais vous voyez, sur la personne de Maurice Kamto, il y a une sorte d'unanimité. On porte Maurice Kamto. Quand je prends l'exemple de l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on n'est pas encore comme maintenant, avec les informations qui circulent rapidement et tout ce qui va avec. Bonsoir Christian. Il y a Daniel, mais Kemajou à l'époque, on lui dit, mais qu'est-ce que tu attends pour prendre le pouvoir? Dépose ta candidature, tu as tout ce qu'il faut pour prendre le pouvoir. Ça n'a pas été vraiment quelque chose de... Pour lui, ce n'était pas vraiment un objectif, voilà, à atteindre sur le moment. Certainement, il préparait autre chose. Il y avait même d'ailleurs des soutiens qui venaient de gauche à droite pour lui dire, tu as le meilleur profil. Les gens comme les Paul Biya comme ça et autres ne peuvent pas prendre le pouvoir devant toi. Encore que les Haïssi Vodo à côté, celui qui avait giflé Paul Biya, botté ses fesses et tout, c'est des gens qui ne pouvaient pas accepter. Les Samuel Ebo et tout ça ne pouvaient pas accepter. Mais il y a quelqu'un à l'époque qui remplit pratiquement toutes les conditions et qui a la tête, n'est-ce pas, vraiment du métier. Alors, il faut que je bloque une racaille. Je ne garde pas la racaille longtemps sur mon panel. Voilà. Il est déjà bloqué, donc bye bye. Il y a, quand ils se réunissent donc à l'ouest, il y a une réunion des députés à l'ouest parce que l'objectif est de faire chuter Amadou Ahidjo. Il est question ici d'isoler Amadou Ahidjo pour qu'il ne soit pas majoritaire au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des préparatifs et tout. Il y a une réunion à l'ouest qui se tient à l'ouest Cameroun avec des Bamileke. Il y a un Bamileke qui se lève et qui laisse ses frères à l'ouest, qui nuitamment voyage pour aller rencontrer Ahidjo à Yaoundé pour lui dire, mes frères à l'ouest sont en train de préparer quelque chose contre toi. Attention, ce qui va arriver là, ils veulent t'écarter justement pour faire de toi. On veut te rendre minoritaire au niveau de l'Assemblée, prendre les devants, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir en force, qui guette, et qui veut prendre. Il s'appelle Pierre Ngaïwan. Il s'appelle Pierre Ngaïwan. C'est lui qui est allé trahir ses propres frères Bamileke pour le bien d'Ahidjo. Qui, Ahidjo, qui, quelque temps après, l'avait lâché aussi. Il a pris, il l'a mis auprès de lui, lui a donné un poste. Au moins, à moins de 2 ans, il a balancé le monsieur en brousse et tout. Il a tout perdu du jour au lendemain. Il est devenu frustré au quartier, alcoolique et autres. Voilà comment l'histoire se termine. Donc, et les gens, après ça, les gens ne sont pas inquiets. Je reviens toujours sur le problème de fond, ce qui m'amène à faire cela. Je voulais faire un truc enregistré comme d'habitude parce que j'avais pas assez de temps et tout. Je me suis dit, bon, peut-être je vais faire ça en live comme ça vite fait. J'avoue, souvent en live, je ne suis pas très concentré parce qu'il y a souvent des commentaires qui passent et parfois ça me déconnecte de ce que je suis en train de faire. S'il y avait des vraies punitions, comme on voit aujourd'hui, vous regardez le phénomène qui s'est passé en Russie. Il y a un opposant russe là qui à un moment a essayé un peu des choses. Attention, tu ne peux pas comploter avec l'ennemi extérieur pour venir détruire la maison. On dit que pour que, comment on appelle ça, il y a un proverbe qui dit un empire ne peut se détruire, ne peut se détériorer ou ne peut se détruire si elle est rongée de l'intérieur. L'ennemi intérieur est celui qu'on doit combattre avec acharnement, avec toute la dernière énergie. Parce que ces gens-là sont dangereux pour ce que nous voulons construire.
ils sont dangereux pour ce que nous voulons construire. À un moment, les gens, par exemple, en Afrique du Sud, avaient essayé. Vous savez, à l'époque de l'apartheid, comment on punissait les traîtres. Et quand je dis les traîtres ici, encore une fois, bon, le problème de la traîtrise, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on aura toujours à faire. Ceux qu'on va appeler peut-être des traîtres dans certains cas seront peut-être parfois des pauvres gens, parfois des gens qui n'ont pas grand-chose. Et malheureusement, c'est ça. Il y a des traîtres catégorie par catégorie, mais il y a des gens qui ont tendance à être épargnés parce qu'ils ont un certain niveau, parce que soit peut-être c'est des gros intellectuels, soit peut-être parce que c'est des ministres, soit peut-être parce que c'est des hautes personnalités du pays. Mais ces hautes personnalités du pays la trahissent depuis des générations. L'Afrique du Sud ne serait pas l'Afrique du Sud actuelle. Il y a des gens qui avaient décidé de collaborer avec des Blancs pour trahir la lutte nationale qui était menée. Les Blancs avaient décidé de prendre le contrôle du pays, d'occuper des postes clés de l'administration. Les présidents étaient blancs, les ministres étaient blancs, toute l'administration, tout le très haut niveau était blanc. Et maintenant, on avait pris quelques Noirs à qui on avait donné quelques petits bouts de terre qu'on appelait des Bantoustans. Au lieu de mener la lutte pour la cause nationale, la lutte pour la libération du pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de collaborer avec des Blancs pour avoir les quelques petits micro-États qu'on appelait des Bantoustans. Chacun prenait sa part de petits morceaux. Et à un moment, un tournant important de la lutte, ça a complètement calmé les ardeurs, détruit tout ce qu'il y avait comme plan à l'intérieur pour chasser les Blancs et récupérer les terres, mener des combats qu'il fallait pour la libération du pays. C'est le frère de Nelson Mandela, le cousin de Mandela lui-même, qu'on appelait le Kaiser, Matanzima Justice, qui va accepter de prendre qui va être le directeur, le président d'un Bantoustan, chez les Kossa là-bas, parce que Mandela c'était un Kossa. On l'appelait le Kaiser, Justice Matanzima. Le traître Mangoshutu Boutelezi va prendre sa part dans la région, dans le KwaZulu-Natal. Celui qu'on appelle Lucas Mangope, il va prendre sa part de Bantoustan dans le Bofuta-Tswana, au fur et à mesure, comme ça. Le pays on va faire des petits micro-états tribaux où les gens se battent tous les jours et tout, alors qu'il faut mener la lutte pour la libération du pays. Il y a des gens qui ont trahi à un très haut niveau et qui parfois ont été épargnés, certains. Mais il y a également des gens qui, au très bas niveau, ont trahi également et qui ont été punis. D'autres étaient butés dans des rues comme ça. Il y avait des gens qu'on butait. Il y avait d'autres sur qui ils appelaient ça le mouvement de l'époque, la branche armée de l'ANC qu'on appelait le mouvement Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation, en langue Kossa. Ils avaient ce qu'ils appelaient le supplice du pneu. Comme vous voyez, quelqu'un vole aujourd'hui au Cameroun, au Nigeria, ou je ne sais pas où, dans quelle partie de l'Afrique. On l'arrête, on lui jette des pneus. Et après ça, on jette le carburant sur lui, on le brûle. Ça s'appelait le supplice of necklacing, le supplice du pneu. Si on ne repense pas la façon de punir sévèrement chez nous en Afrique, les gens vont continuer délibérément parce que pour eux, trahir n'est pas un problème. Trahir pour eux n'est pas inquiétant. On peut faire ce qu'on veut le lendemain, on rigole avec les gens. Il y a des gens qui finissent de trahir, les gens les poursuivent même pour faire des photos avec eux. On rigole avec eux, on force les contacts, on veut être leur ami, alors qu'ils viennent de trahir. La trahison, les gens ne punissent pas autant que, voilà. Qui peut imaginer le pouvoir, le gouvernement communiste, par exemple, chinois? Si tu trahis et on a des traces, les moindres traces de ta trahison, on te fait disparaître. Parfois, on fait disparaître même toute ta famille. Il dit, on fait disparaître toute ta famille. Tu peux imaginer une trahison au Japon. Les exemples, les meilleurs exemples en la matière, c'est ce sont ces pays asiatiques. Où tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain et trahir comme tu veux. Chez nous, les gens font
tout et n'importe quoi. Personne ne les inquiète. Imaginez trahir un pays comme par exemple, je ne sais pas, le Japon. Imaginez, c'est encore plus puissant et plus sévère dans un pays comme la Chine. Où tu t'amuses à trahir, il y a des Chinois qui sont à l'étranger. On est allé les pêcher à l'étranger. Pour avoir trahi des secrets, pour avoir comploté des choses avec l'étranger, pour avoir collaboré avec les étrangers contre la Chine. Ça se termine très mal, ces choses-là. C'est dans des puissances, c'est un peu dans des pays occidentaux que parfois les trahisons, on peut tolérer certaines choses. Je prenais l'exemple tout simplement pour faire comprendre aux gens que la trahison, que ce soit au petit niveau, la trahison que ce soit au très haut niveau, la trahison, que ce soit en politique, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit même en contexte même de guerre, que ce soit peu importe, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Quand je prends l'exemple de ce qui se passe en Russie, comment les traîtres sont punis en Russie, comment ils sont punis en Chine, comment ils sont punis aux États-Unis, un peu partout dans le monde, c'est une façon de montrer qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Parce qu'ailleurs aussi, ça se fait. La seule différence, c'est que chez nous, c'est de façon vraiment délibérée, les gens peuvent trahir sans être inquiétés. Il y a une sorte d'impunité qui s'est installée qui fait que les gens peuvent trahir sans avoir peur d'être inquiétés. Ils peuvent trahir et le lendemain, voilà, rigoler, boire les bières, monter, descendre, coller les petites comme on dit sans être inquiétés. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas possible. Ailleurs, ce n'est même pas imaginable. C'est ça le fond du problème. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose avec un noirabe. Le noirabe va aussi trahir. Mais sauf que le noirabe, dans sa trahison, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a le rejet de lui-même. Mais il y a le fait qu'il a envie de rendre service à son frère, entre guillemets, arabe, par naïveté ou alors par solidarité religieuse. C'est des gens qui considèrent que le musulman, l'arabe, c'est son frère parce qu'il est musulman comme lui. Et donc, il peut trahir tout Africain qui n'est pas musulman parce qu'il a envie de faire plaisir, rendre ce truc-là qu'ils appellent chez eux la Oumma, l'entre-soi entre nous musulmans. D'ailleurs, que les Noirs sont les seuls à y croire. Ce sont les seuls qui y croient. Naïvement, comme ça, on est dedans. On trahit nos propres frères simplement parce qu'on veut faire plaisir parfois aux Arabes. Et le noirabe, quand il veut te trahir, toi le noir, c'est sans sentiment. Il est noir, parfois plus noir que toi et moi. Mais lui pense dans sa tête qu'il est arabe. C'est pour ça que quand vous voyez tout ce qui arrive au continent africain aujourd'hui, avec tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est dans tous ces pays où vous voyez, dans l'AES aujourd'hui, des pays comme le Soudan, tous ces pays-là et autres qui sont soit limitrophes avec le Maghreb, des pays qui sont de l'autre côté de l'Afrique de l'Est, et tout ce truc-là que vous voyez. Mais c'est parce que vous avez des gens qui, à la base, sont convaincus qu'ils ne sont pas africains. Ils sont convaincus qu'ils sont arabes et qu'ils sont peut-être sur un continent qui n'est pas le leur. C'est des gens qui sont devant vous, vous allez les voir, ils sont noirs comme vous et moi. La seule différence, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont arabes dans leur tête. Il y a des Somaliens, tu demandes, ils te disent, il est arabe. Et tu rencontres des Soudanais qui vous disent clairement qu'ils sont arabes. Et donc l'arabisation, l'islamisation, va pousser des gens à poser parfois des actes contre leur propre patrie. C'est aussi cette forme de trahison-là qui vient. Vous voyez, il y a plusieurs formes de trahison et des trahisons à plusieurs niveaux. C'est des gens qui portent des armes contre leur propre patrie. Ils font le tôt partout sur le continent africain. Ils sont convaincus qu'ils font ça pour Allah. Ils sont convaincus qu'ils font ça pour imposer des États islamiques un peu partout sur le continent africain. Ils sont dans une forme d'aliénation et ils ne comprennent pas. D'ailleurs, c'était l'un des... Regardez aujourd'hui quand vous parlez aux Africains, par exemple, qui sont musulmans. Pour un Africain noir qui est musulman, quand tu lui parles, par exemple, de Muammar Kadhafi c'est l'arabe, et donc indirectement, il se rapproche, il est son frère musulman, donc indirectement, c'est l'image ou en quelque sorte le représentant du prophète Mohammed sur terre. C'est un peu comme
tout musulman noir qui se représente le prophète. Dans sa tête, indirectement, quand il voit un arabe, qui est donc le descendant donc du prophète, forcément dans sa tête. Je ne dis pas que Muammar Kadhafi était un arabe. Même si il y a des traits, il y a des rapprochements, des fortes ressemblances sur le plan religieux, sur le plan culturel. Lui, il reste un tamashek du désert. Lui-même était méprisé par des Arabes qui lui rappelaient que tu n'es pas un Arabe. J'avais déjà parlé du cas Muammar Kadhafi ici. De son opportunisme, où on voit Muammar Kadhafi qui, dans un premier temps, a un projet de réunir les pays arabes du monde autour de lui, qui se rend en Arabie Saoudite où le prince lui rappelle, le roi qui est là actuellement, à l'époque il était prince, qui lui rappelle d'ailleurs que tu n'es pas arabe et on ne comprend pas quel est ton intérêt de partir de la Libye, partir donc de l'Afrique, pour venir dans la Ligue arabe, n'est-ce pas, vouloir t'imposer. Et le meilleur moyen de ridiculiser Kadhafi et de lui montrer qu'il n'avait rien à voir avec le peuple arabe, c'était de recevoir Muammar Kadhafi dehors dans une tente, une façon de lui rappeler ses origines, pour lui dire que tu n'es qu'un bédouin, et un bédouin ne peut pas prétendre prendre des décisions devant nous, les vrais arabes. Voilà comment Muammar Kadhafi est humilié sur le plan international, dans le monde arabe, raison pour laquelle il se retire de toutes ces organisations. Or, son intention était de contrôler à ce niveau. Muammar Kadhafi va faire un repli maintenant sur le continent africain et il va maintenant étendre sa diplomatie, notamment dans le nord de l'Afrique. Et son rêve maintenant était, ça c'était son deuxième projet qui va échouer, son projet est d'être, n'est-ce pas, c'est d'être le président de l'Union du Maghreb arabe. C'est lui qui veut rassembler la Tunisie, de Bourguiba à l'époque, il veut rassembler l'Égypte, de Gamal al-Nasser, il veut rassembler, voilà, le Maroc d'Hassan II, il veut rassembler tous ces pays-là et il veut diriger. Et ces dirigeants vont lui rappeler que ce n'est pas de cette façon que ça marchera. Déjà que ton pays n'est pas assez peuplé, c'est un pays qui ne représente pas grand-chose dans le Maghreb. Sur le plan international, vous êtes complètement fermé et tout. Or, comme c'était un orgueilleux, c'était quelqu'un de belliqueux et autres, qui voulait prendre le contrôle. Ça n'a pas aussi marché avec son projet de l'Union du Maghreb arabe. Il va claquer encore la porte, cette fois-là, parce qu'il est dessus. L'orgueilleux qui veut s'imposer. En troisième position maintenant, après cette défaite, donc, par opportunisme, par dépit, voilà, va également dire, bon, cette fois-ci, je veux conquérir l'Afrique. Et quand je parle de l'Afrique ici, comprenez, l'Afrique noire. Et c'est là où progressivement, il va orienter ses projets vers l'Afrique en disant, je vais créer une monnaie africaine. C'est là où il va commencer à parler de la monnaie africaine, beaucoup plus sur le continent, et qui va d'ailleurs accélérer le terrorisme dans le Sahel. Certes, après son assassinat, ça va s'aggraver dans le Sahel, mais il faut rappeler qu'à l'époque, déjà, Muammar Kadhafi lui-même, la situation des Noirs africains dans son pays, la Libye, n'était pas meilleure, ça c'est d'un. De deux, Muammar Kadhafi utilisait cette partie toujours du Sahel comme il voulait, c'est-à-dire qu'il suffisait que Muammar Kadhafi décide aujourd'hui d'envoyer les terroristes dans le désert. La guerre déclenchée dans le Sahel, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Muammar Kadhafi s'est toujours servi de cette position-là de leader dans la partie nord pour instrumentaliser les groupes terroristes islamistes dans la partie sud. Rappelez-vous que quand le problème explose au Nigeria avec le cas avec Boko Haram, la seule solution même d'ailleurs que Muammar Kadhafi propose à l'époque, c'était la création de deux États séparés. C'était la création de deux États séparés, le nord pour les musulmans et le sud pour les chrétiens. Or, les Nigérians se sont battus pendant des années pour éviter notamment la division du pays avec la guerre du Biafra. Muammar Kadhafi va venir proposer ici de diviser le pays et créer un État islamique. Alors que son propre pays, la Libye, il ne pratique pas la charia là-bas. Les gens boivent de l'alcool là-bas. Les gens font toutes les bêtises. Il y a tout ce qui est saleté en Libye. Il ne punit pas les gens étant lui-même le maître de cette saleté. Parce que tout ce qui était dépravation des mœurs, c'était le travail de Muammar Kadhafi. Kadhafi, il y avait des jours où il se levait, buvait de l'alcool, il se droguait, il prenait ses trucs, il fumait et tout ce que vous... Voilà. Et du jour au lendemain, il se présentait devant les médias comme étant un saint. Je vous ai parlé de financement du terrorisme
du terrorisme, de terreau en Afrique par le même Muammar Kadhafi, qui va instrumentaliser ça dans la zone du Sahel, qui va être à l'origine du bombardement, de l'explosion du DC-10 de l'UTA. Le même qui va instrumentaliser des groupes terroristes un peu partout en Afrique. Donc, il est très difficile aujourd'hui pour un Africain musulman, avec toute cette propagande, quand vous lui parlez de Muammar Kadhafi, il voit Muammar Kadhafi en sauveur. Il voit Muammar Kadhafi en membre, frère musulman de la et donc de la Oumma, c'est-à-dire ce grand ensemble musulman. Donc, c'est pour ça que vous voyez les Noirs, il est plus facile d'être trahi par un Noir. Lui, il le fait par solidarité religieuse, il le fait par ignorance, parce que pendant des siècles, on a inculqué un poison nocif dans la tête des Africains avec des religions. Moi, j'ai vécu par exemple au Maghreb. Demandez aux Africains qui vivent au Maghreb. Il est plus facile de te faire trahir, de te faire haïr, de te faire arrêter si tu pars te cacher sur un Marocain, disons ça comme ça, un Marocain blanc plus clair de peau, qu'un Marocain par exemple noir. Le noir marocain, le noir algérien, le noir tunisien est 100 fois plus dangereux pour toi, l'Africain noir, que le blanc maghrébin. Pour ceux qui ont fait le Beaux-Arts comme moi et qui sont passés par le Maghreb, ils vous le diront. La terreur, c'est d'avoir affaire à un Marocain noir. C'est des gens qui ne sentent pas cette solidarité, cette proximité avec nous autres noirs qui venons d'Afrique. Parce que pour eux, nous sommes les Africains. Eux, ils sont des Arabes. Quand nous, on arrivait à l'époque à la barrière, il fallait prier pour ne pas tomber sur un noir marocain. Tu tombes sur un noir marocain, il peut te tuer. Parce qu'il veut faire plaisir et il veut montrer. C'est une sorte en psychologie, on appelle ça le transfert d'agressivité. C'est des gens qui en veulent tellement aux autres, à ceux qui les ont humiliés, à ceux qui continuent d'ailleurs de les humilier. Ils ont tellement de choses, de haine qu'ils ont accumulées, qu'ils ne peuvent pas déverser ça sur le chef parce que le patron est plus puissant, il est plus fort. Et il arrive maintenant à transférer toute cette haine et cette colère contre son propre frère qui est noir comme lui. Quand vous voyez un noir-arabe, le noir-arabe déteste son propre frère noir et il adore l'arabe. Moi, j'ai un monsieur sénégalais que je connais qui m'a dit non, même si on a retiré la coupe au Sénégal, ce n'est pas grave, les Marocains restent mes frères. Moi, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont humilié, ils ont killé les gens là-bas lors de la Coupe d'Afrique, ils ont envoyé mes frères sénégalais en prison pendant 2 ans, et tout ce qui s'est passé, ils ont retiré la coupe au Sénégal. Malgré tout cela, j'ai du mal à les critiquer, j'ai du mal à les punir, j'ai du mal à dire quelque chose de méchant sur eux parce que je considère que ce sont mes frères. Vous voyez jusqu'à quel point l'arabisation, vous voyez jusqu'à quel point ce travail-là de lavage de cerveau a fait son chemin. C'est quelque chose de tellement nocif dont beaucoup ne se rendent pas compte. Donc il y a plusieurs formes, à plusieurs niveaux. Ces trahisons-là existent, ça continue. Il est plus facile d'arriver, tu as affaire par exemple, voilà, un blanc marocain qui te facilite des choses et tout, mais dès que tu tombes par exemple sur un noir marocain, un noir algérien, mais quand je découvrais ça par exemple à l'époque, quand j'arrive en Algérie, on arrive à Ingezam, dans le plein sud du désert algérien, quand je vois des gens qui sont noirs, je dis mais je ne comprends pas, les Algériens ils sont blancs ou ils sont noirs, je suis perdu. Mais tu as des Algériens, quand tu arrives devant lui, tu te regardes, il te dit mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, il te parle des mots comme, très méchants comme ça, là, un peu comme pour dire, il te dit Malek. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Va voir tes frères africains de l'autre côté. En fait, il ne veut pas que tu te rapproches de lui parce que te rapprocher de lui, ça lui rappelle sa condition de noir, ça lui rappelle qui il est. Or, il est en train de fuir cette image. Il ne veut pas de rapprochement avec cette race-là parce que ça lui rappelle à chaque moment qui il est en réalité. C'est un peu comme un handicapé qui n'a pas envie de partager quoi que ce soit avec un autre handicapé. Ou par exemple, un handicapé qui ne peut pas accepter de se mettre en couple, par exemple, avec une handicapée, parce que sa condition d'handicapé de la femme, je vais dire, lui rappelle ce qu'il est lui-même. Or, lui, il a envie de passer à autre chose.
Donc, si chez nous, ça continue comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Les gens peuvent trahir sans être inquiétés. Les gens peuvent mener 20 ans, 25 ans, 30 ans. Par exemple, dans l'opposition camerounaise. Et on se rend compte à la fin de ta carrière politique que tu es soigné par le gouvernement. Ta femme est soignée par le gouvernement. Ta femme décède, c'est le gouvernement qui organise le deuil. Toi-même, tu décèdes, c'est le gouvernement, le RDPC, qui organise tes obsèques et tout. Mais ça pose des problèmes, ça pose des questions. En fait, ça pousse les gens à s'interroger sur ton combat que tu as mené pendant, soi-disant mené pendant toutes ces années. Mais à cause des décisions prises à l'époque, il y a des gens qui sont allés en prison pour Ni John Fundi. Il y a des gens à l'époque qui sont d'ailleurs pour Ni John Fundi. Il y a des gens qui ont connu l'exil parce qu'ils défendaient Ni John Fundi. Au soir de sa carrière, on se rend compte que le monsieur, il a beaucoup d'argent dans son compte. Il a des mallettes d'argent qu'il perçoit du RDPC. Il est malade, il va ensuite se soigner ce RDPC qui finance. Les évacuations sanitaires de son épouse, de sa famille, des cadeaux par-ci, des rencontres par-là et autres. Mais il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont en exil. Il y a des gens qui sont... Mais c'est horrible de dire ça comme ça. Mais est-ce que les gens se rendent compte? Justement, voilà le problème. Où les gens peuvent se lever, trahir sans être inquiétés. On devrait s'interroger sur toutes ces choses-là. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Vous savez comment à l'époque ici, bonsoir mon grand frère. Est-ce que vous savez à l'époque comment on punissait les traîtres en France? Ceux qui ont décidé de collaborer. À l'époque de l'occupation allemande, quand la France est sous occupation allemande, vous avez d'un côté ceux qui ont décidé de rester, même s'il y avait parmi eux des gens qui avaient des fuyards, qui n'étaient pas capables de porter des armes pour se défendre. Encore une fois, ce sont des Africains qui vont porter les armes et qui vont venir se battre pour la libération de la France. C'est pour ça que quand on parle des pays lors de la libération, on ne cite pas la France comme un pays qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais un pays qui a été libéré par des alliés. Et parmi ces alliés-là, on compte nos grands-parents et autres qui se sont battus. Et ils se sont battus pour la libération de la France. Il y avait Vichy d'un côté, et il y avait l'autre France, la France libre, qui avait pour capitale Brazzaville en 1940. Les documents les plus importants et tout ce qui pouvait, à cette époque-là, c'était signé à Brazzaville. C'était la capitale de la France libre. Parce que Paris, à l'époque, est sous occupation allemande. Quand Hitler regarde cette chose-là, il dit, mais cette histoire de Tour Eiffel, je ne sais pas à quoi ça ressemble, à une grande girafe. Et c'est même pas beau, il avait demandé d'exploser les bêtises et tout. Heureusement qu'il y a à la fin des spécialistes, des architectes, les cerveaux qui pensaient le mouvement allemand et tout ça qui était dans le pouvoir, le Reich et autres, qui disent que non, mais c'est un monument architectural, bon, ne le touchons pas. Le projet était d'exploser les bêtises. Il y a entre-temps, les soldats allemands qui font 2 mètres, qui sont costauds, grands, de taille très beau, mais qui arrivent en France et qui, partout dans les rues où ils arrivaient, il y avait des Français qui leur donnaient de l'eau, des bananes, des choses comme ça. Au lieu de se battre contre l'ennemi allemand, il y avait des Français qui avaient fui. Les villes étaient vides, on allait chercher les Africains pour venir se battre. C'est dans le désert libyen que le général Rommel, qu'on appelle le renard du désert, sera battu. Les troupes allemandes qui étaient positionnées dans cette partie seront battues par des troupes africaines qui vont aller mener la guerre contre des soldats allemands, qui vont d'ailleurs même regretter à l'époque pourquoi ils n'avaient pas occupé les terres africaines et fait venir vraiment en grande masse les soldats africains pour défendre la cause allemande dans cette guerre.
Ils vont être sérieusement battus, ils vont être battus à plate couture dans le désert de Bir Hakeim en Libye. Et en reconnaissance de toute cette bataille et de tous ces sacrifices-là faits pour la France. Quand vous prenez la ligne 6 du métro qui passe en bas de la Tour Eiffel, vous avez une station qui s'appelle Bir Hakeim, pour ceux qui passent souvent par là. C'est d'où vient ce nom du métro Bir Hakeim en France. Pendant ce temps, des soldats allemands costauds, grands de taille et tout, des beaux gosses et autres qui étaient dans l'armée allemande, ils arrivaient en France ici. Il y avait des femmes françaises mais qui tombaient amoureuses de ces gens. Elles étaient folles d'amour des soldats allemands. Et pendant ce temps donc, ces soldats allemands ont fait beaucoup d'enfants en France. Beaucoup d'enfants. Ça s'appelle... C'est le tabou le plus lourd ici en France et les Français n'aiment pas parler de ça. C'est un lourd tabou. Des femmes françaises qui se mettaient en couple carrément avec des soldats allemands. Et ça a donné des enfants qu'on appelle les enfants, les boches. C'est comme ça qu'on appelle ça en France. Les enfants, ça s'appelle les boches, les enfants de la honte. La France n'avait pas accepté cette humiliation. Des enfants nés sur le territoire français, grandis sur le territoire français, à qui on avait refusé la nationalité, on avait refusé tout. Même les noms français, on refusait de le leur donner. Parce qu'on considérait que c'était des enfants de la trahison. Comment les femmes françaises ont pu s'allier aux ennemis pour faire des enfants? Vous imaginez comment on punissait des gens à l'époque. Il suffit qu'on ait des preuves de ta punition, parfois même pas des preuves suffisantes, on t'envoyait à l'échafaud. Allez, 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 on t'envoyait à l'échafaud. Le lendemain, c'était terminé. En quelques minutes, c'était fini, on ne parlait plus de toi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent que j'ai trahi. Ou c'est j'ai crahi, ou c'est quoi, ils ont leur façon, j'ai crahi. Et le lendemain, ils boivent leur bière au quartier, ils montent, ils descendent, alors qu'ils viennent de détruire la vie des millions de gens. Bonsoir, Laure Nouchan. Un acte qui vient de sceller l'avenir des millions de gens. Les gens peuvent se permettre cela sans avoir peur de rien. Personne ne les inquiète. Voilà le monde dans lequel on vit. Quelqu'un parlait tout à l'heure du Rwanda. Des choses comme ça, on ne rigole pas. Les affaires de trahison. Je pense que chez nous en Afrique, il faut qu'on commence à frapper vraiment très dur. Sauf que bon, le Rwanda, même comme il y a quelqu'un qui a cité tout à l'heure le Rwanda, ce n'est pas le meilleur exemple parce que c'est un pays de toute façon soutenu par l'Occident et qui finance la déstabilisation du Congo, notamment dans sa partie est. C'est quelque chose de honteux ce qui se passe à l'est du Congo, avec tellement de morts, avec tellement de femmes vieux, avec des femmes dans des conditions mais qui sont humiliées au quotidien. J'ai lu un ouvrage là-dessus qui m'a fait pleurer. C'est l'un des rares livres. C'est-à-dire que je suis assis comme ça. Je prends le livre de Denis Mukwege, le grand chirurgien là qui repart les vagins des femmes vieux. Je lis le bouquin, j'arrive à un niveau, je sens comment il y a quelque chose qui monte en moi parce qu'il parle de l'histoire d'une jeune dame à l'intérieur, une petite fille, une gamine qui, je crois, qui avait 12 ans, qui pour la première fois, elle est vieux à plusieurs reprises par des soldats. Et elle arrive dans l'hôpital de Denis Mukwege. Denis Mukwege se bat maintenant à réparer ses parties intimes et tout. Et après ça, elle pleure parce qu'elle sait qu'elle va retourner dans son village. Même quand je pense à ça, ça me fait quelque chose. Mais la fille, elle dit au docteur Denis Mukwege, je ne veux pas retourner parce que là-bas, je sais que si les soldats m'attrapent, ils vont me refaire la même chose. Denis Mukwege dit, je t'ai soigné. Il faut maintenant que tu laisses la place pour les autres parce qu'il y a des cas, des femmes qui arrivent tous les jours et qui sont violées par des soldats. Ou alors par des milices. Et donc, il lui dit, je n'ai pas de choix. Je suis obligé de te laisser partir parce qu'il n'y a pas assez de place ici pour te garder. Qu'est-ce que je fais concrètement? Il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'on fait? Cette gamine-là va
retourner dans son village. Et même quelques jours plus tard, elle va se débrouiller encore. Elle va fabriquer des savons et tout. Elle va faire un petit cadeau. Elle va envoyer à Denis Mukwege pour lui dire merci. C'est beau ça. Une gamine. Elle envoie ça pour dire merci à Denis Mukwege. Et quelques temps après, elle est arrêtée dans le village par les milices. Elle est viole encore à nouveau. Et alors, peut-être, je ne sais pas combien de soldats sont passés sur elle. C'est comme ça qu'on détruit sa vie jusqu'à ce qu'elle en meure. Une petite gamine. Et le jour qu'elle revient à l'hôpital, Denis Mukwege est encore sur elle en train de l'opérer. Elle lui dit, je t'avais dit de ne jamais me laisser repartir dans ce village. Je t'avais dit de me garder ici. Elle le dit en pleurant. Mais voilà que j'ai été contaminée au VIH. La petite, après l'opération, elle a essayé de survivre. Et quelques temps après, elle est morte. Il y a une histoire bouleversante à l'intérieur, l'histoire d'une certaine infirmière au nom de Bernadette. Quand je pense même à cet ouvrage, il y a des moments, ce que j'ai lu, j'étais reparti dans le bouquin. J'ai relu le bouquin de la violence qui se passe à l'est du Congo. Et vous avez à l'intérieur des enfants congolais, eux-mêmes, qui participent au pillage des ressources de leur propre pays, en complicité avec les autorités rwandaises qui sont de l'autre côté, et qui vendent des diamants, le coltan et tout ça, sur les marchés mondiaux, alors qu'ils n'exploitent pas le diamant sur leur propre sol. Tu as des enfants congolais eux-mêmes, les Koko Dikoko, les Bosco Ntaganda, il y a des noms comme ça qui me reviennent quand je pense à ça. C'est un ouvrage mais qui est tellement puissant, qui montre à quel point l'Africain lui-même, pour rendre service aux autres, va détruire son propre continent. Il va participer à un projet, à un complot contre le Congo, le peuple frère, pour ses propres intérêts égoïstes. Et après ça, les Occidentaux, quand ils se tiennent de l'autre côté, ils nous regardent, ils se moquent de nous. Ils ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Parce qu'on n'est pas un peuple sérieux, justement. Bonsoir, le doyen en paix. Quand on n'est pas sérieux, on ne mérite pas de respect. Je parlais récemment ici du cas de la guerre du Biafra. En 3 années, des Nigérians se sont killés. Des centaines de milliers de morts. La famine. Vous comprenez ça? Les Maïmatip et tout ça, voilà. J'ai parlé du cas de tout à l'heure. Il y a d'autres cas, j'ai cité d'autres cas tout à l'heure, doyen, avant que tu n'arrives. Emmanuel Ojukwu va se lever et dire, nous on va créer l'État imaginaire qu'ils appellent quoi? Du Biafra. Financé par la France de Gaulle. On va lui dire, mène la guerre, nous allons financer, et les armes vont transiter par là où vous connaissez. Transiter par le Gabon et tout ça, pour entrer du côté nigérian. On va prendre ça pour massacrer nos propres enfants. Pendant 3 années. On aura des images partout dans le monde avec des enfants squelettiques du Nigeria. Pendant ce temps, Total, c'est d'abord Elf à l'époque qui va devenir Total plus tard. Vous avez des gens d'ailleurs à l'époque qui avaient contribué à ce que BIA soit là, hein, parce que c'est le réseau de Jacques Foccart. Il y avait d'abord Albin Chalandon, il y a Loïc Le Floch Prigent qui va prendre la place plus tard. Et ce sont ces gens-là qui vont s'arranger toujours à ce que Paul Biya prenne le pouvoir. Parce que c'est le cercle de Foccart, Jacques Foccart, qui décide. De Gaulle va s'arranger avec Ojukwu qui dit qu'il va créer son histoire de l'État imaginaire. De l'autre côté, vous avez Shell. Qui finance l'État. Vous avez aussi, comment on appelle, vous avez les Yakubu et tous ces gens-là qui vont se battre au Nigeria. Et ils vont récupérer des contrats pétroliers. Est-ce que vous savez que la France a plus d'investissements au Nigeria qu'au Cameroun? Donc voilà par exemple un pays comme le Cameroun qui est exploité. Les investissements seulement de la France au Nigeria dépassent tous ces investissements de la France dans toute l'Afrique francophone. Les investissements de la France au Nigeria.
les Néerlandais et les Anglais avec Shell vont finir par s'entendre. Les Français avec Total vont se retrouver à Paris. Ici, c'est à la place qu'on appelle place de la Concorde, ancienne place de la Révolution et aussi qu'on appelait place Olympe de Gouges. Il y a un hôtel en face qu'on appelle l'hôtel du Carillon. Là où Paul Biya est venu ici récemment, on avait boycotté Paul Biya. Vous avez de l'autre côté là, vous avez, il y a le Meurice là où Paul Biya était, il y a le Carillon, souvent Paul Biya vient là-bas. Les Français et les Anglais et tout ça vont se retrouver, les Blancs entre eux, ils vont faire la fête. Et c'est là où ils vont sceller l'alliance. Après la guerre au Nigeria, chacun va prendre sa part de morceaux, ils vont se remplir les comptes en banque. C'est justement ce que je disais céramique. À l'époque, je parlais de Elf qui va devenir plus tard Total. Regardez comment on se moque des Africains, comment on humilie les Africains à chaque fois. Et ça se répète. Pour les intérêts des autres. Nous sommes prêts à nous entretuer. Donc c'est pour ça que je disais aux frères de tout à l'heure, oui, le Rwanda, oui, mais le Rwanda n'est pas un bon exemple. Ça m'a d'ailleurs amené à dire quelques mots sur le Rwanda. Parce que ce n'est pas justement, évidemment, ce n'est pas le bon exemple. Pas du tout. Vous voyez, la même chose continue aujourd'hui avec les Africains ces Africains qui continuent d'humilier leurs propres frères pour le compte des autres. Les Espagnols vont venir financer, diviser une partie, le grand Haïti. Haïti, d'un côté, va devenir République dominicaine. On va blanchir les populations. Et les mêmes Haïtiens qui étaient sur leur propre terre deviennent des étrangers en République dominicaine. Le président Trujillo, à l'époque, là, va prendre des Haïtiens qui va renvoyer de l'autre côté. Il va même d'ailleurs lancer une opération. Tous les Haïtiens qu'on arrête en République dominicaine, on contemple les têtes, on jette. C'est pourtant leur propre pays. On va donc décider de blanchir une population du pays, ramener des métis, ramener des blancs de gauche à droite pour occuper cette partie-là qui devient aujourd'hui République dominicaine. Et aujourd'hui, la haine qu'il y a entre Dominicains et Haïtiens, vous regardez les documentaires dessus, vous êtes choqués. C'est-à-dire que vous avez des Noirs dominicains, et curieusement, c'est toujours eux qu'on envoie devant pour aller faire le sale boulot. Les métis et les blancs qui sont du côté de République dominicaine, ils ne se prennent pas la tête. Non, on envoie des nègres qui se lèvent, qui partent attaquer leurs propres frères et qui ramènent de l'autre côté pour jeter en Haïti. C'est-à-dire que le même process continue. On s'attaque à nos propres intérêts pour le profit des autres. On détourne nos milliards, on part garder chez les Blancs, qui eux-mêmes derrière reprennent cet argent-là et ne remettent pas dans les caisses. Vous avez vu récemment, il y a un ministre camerounais. Bonsoir, Madame Armel Mbappé. Vous voyez, il y a récemment un ancien ministre camerounais de la Santé qui avait beaucoup d'argent ici, qui est mort. Regardez le château qu'il avait ici. Tout ça est revenu quoi, patrimoine français. Ils prennent, ils mettent dans leur compte. Je me demande comment les gens peuvent avoir autant d'argent, autant de milliards gardés dans des comptes ailleurs, chez les autres. Et les populations meurent de faim chez eux là-bas. Et investissez cet argent, je ne sais pas dans quel coin même du Cameroun. Le jour où l'État récupère, c'est pas grave. On peut transformer ça en orphelinat, on peut transformer ça en école, on peut transformer ça je ne sais pas en quoi. Mais détourner les caisses de l'État, prendre des milliards dans les caisses de l'État pour aller investir dans d'autres pays. Et finalement, quand on meurt, on n'arrive même pas à récupérer, les enfants n'arrivent pas à récupérer. Ça reste l'argent des autres finalement. Mais je ne sais pas ce que l'Africain a fait, mais parce que c'est horrible. Et il y a toujours cette forme de tolérance envers les traîtres. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, personne ne les inquiète. Il y a des gens là, on devait les arrêter. Les Atangandi comme ça, je ne sais pas. Il y a ces gens dans ce pays, quand les gens là vont tomber, quand je vois les Atangandi, je me dis, c'est pas. Les Mbankui, tous ces gens là qui ont fait du mal aux gens. Qui ont humilié les gens. Arrêté les enfants, des innocents. Qui lament les gens. Regardez le papa anglophone qui est mort l'autre jour. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible.
Comment on peut avoir autant de haine? Autant de haine. On se déteste nous-mêmes. On fait plaisir aux autres. On se déteste tellement qu'on est prêt à faire l'impossible pour faire plaisir aux autres. Regardez en Afrique du Sud. Le chef de file de cette haine, de cette xénophobie contre les Noirs qui sont les étrangers noirs en Afrique du Sud, le même monsieur demande, en mettant le genou au sol, en mariage ou je ne sais pas quoi, il remet des fleurs à une blanche sud-africaine, qui elle est étrangère, mais qui occupe le sol sud-africain. Vous avez parmi une dame qui est chef de file de cette xénophobie-là, et qui n'est pas inquiétée, ça dit que elle a même d'ailleurs été en couple avec un Nigérian, avec qui elle a un enfant, son ex. Je ne comprends pas. On méprise les autres, on méprise les nôtres chez nous, et on ouvre grand la porte aux étrangers. Si on remonte plus loin, les Boutelesi, à leur époque, ils faisaient les mêmes choses. Ils ont accepté de créer le Inkatha, le mouvement de Inkatha Freedom Fighters, le mouvement de Inkatha, qui créait du terrorisme partout, qui faisait du désordre partout. Pendant qu'on est en train de se battre pour la libération de toute l'Afrique du Sud, pour arracher le pouvoir des mains des Blancs, vous avez des Noirs qui avaient décidé d'attaquer d'autres Blancs, sur des raisons purement tribales. Inkatha étant ici des Zoulous, en face vous avez l'ANC qui était d'ailleurs créé par un Zoulou, hein, mais qui est réputé plus tard être un parti avec beaucoup de Kossa, de l'ennemi de Mandela. Certains vont être attaqués tout simplement parce qu'ils estiment que le mouvement, c'est ancestralement, si vous voulez, quand on remonte à l'époque de celui qu'on appelait Albert Luthuli et autres, voilà, c'était des gens de leur communauté. Vous avez des bagarres finalement entre les Zoulous et les Kossa. Les Kossa vont s'attaquer aux Zoulous. Et les Zoulous, surtout les plus bruyants et les plus xénophobes, parce que regardez pas toute la masse que vous voyez là, vous croyez que c'est toutes les ethnies de l'Afrique du Sud, hein, les ethnies majoritaires que vous voyez dans les rues, qui sont en train de chasser les étrangers, c'est les Zoulous qui font ça. Il y a des gens ailleurs qui sont en pays Kossa, d'autres qui sont dans le Limpopo, un peu partout, dans les autres zones, ils sont tranquilles, ils mènent leur vie. Il y a des étrangers là-bas qui ne sont pas embêtés. C'est toujours les Zoulous qui sont dans cette xénophobie, dans cette haine. Et c'est les mêmes qui se mettent à genoux pour demander la main des Blancs, des Blanches. Ce sont les mêmes qui vont dans les endroits manger avec les Blancs, essayer de forcer l'amitié avec les Blancs, et on les chasse de là. Vous comprenez? Mais comment, depuis des générations, on répète les mêmes choses? Il y a eu finalement plus de morts en Afrique du Sud dans des attaques entre Noirs, c'est-à-dire que les Noirs qui sont des Kossa qui étaient en guerre, d'autres avec des Zoulous, des Sissi, des ethnies différentes qui s'attaquaient. Quotidiennement. Alors qu'en face, on a l'ennemi qui est là, qui est le blanc. Ça se reproduit aujourd'hui. Ils sont en train d'attaquer des Africains, des étrangers qui sont sur leur terre en Afrique. D'autant plus que ces gens d'ailleurs ont contribué à la libération de l'Afrique du Sud. C'est juste incroyable ce qui se passe en Afrique du Sud. Le Burkina de l'époque avait aidé l'Afrique du Sud. Les archives sont là, où on cite l'ancien président Sankara qui avait remis 17 Kalachnikov à Mandela, qui avait envoyé de l'argent. Olivier Tambo, qui était ici à Paris en exil, qui a fait plus de 30 ans d'exil, Olivier Tambo, il s'est baladé dans les pays africains, partout, il a le Kenya, au Nigeria, un peu partout dans le monde, faire et tout. Il avait besoin d'argent pour financer la lutte en Afrique du Sud. C'était le porte-parole du mouvement en exil. Il a fait plus de 30 ans en exil, Olivier Tambo. Les pays africains cotisaient pour la libération de l'Afrique du Sud, parce que c'était une guerre qui était devenue une guerre continentale. Le Zimbabwe a payé un lourd tribut dans la lutte pour cette libération. À côté, la Zambie, avec Kenneth Kaunda, a lutté pour la libération et le territoire servait de zone de relais et d'entraînement de combattants de l'ANC.
Aujourd'hui, vous avez en Afrique du Sud des gens qui se lèvent et disent vous êtes des étrangers, rentrez chez vous. À l'époque, les Sud-Africains, tous ces gens-là avaient des passeports réfugiés, kenyans, des passeports nigérians, des passeports même égyptiens, des passeports guinéens et autres, qui étaient des terres d'accueil pour les combattants. Mais on se lève aujourd'hui, nous, Africains, on va attaquer les autres Africains pour les intérêts de qui? Pour les intérêts des Occidentaux. Voilà dans quoi nous sommes. On tolère les traîtres. On a toujours des proverbes villageois chez nous pour dire quand on punit l'enfant, on ne le chasse pas de la maison, on le met dans le coin de la porte ou c'est dans le coin du salon ou c'est quoi. C'est-à-dire que chez nous, c'est-à-dire que quelqu'un peut te trahir quoi, facilement. On tolère, on pardonne. Voilà, on passe à autre chose très rapidement. Non. Non. Et ça se répète chez nous. Depuis des décennies, des générations, ça passe, les mêmes choses qui reviennent. Au Zimbabwe, pendant que les Noirs étaient en train de se battre, en face, vous aviez des Blancs zimbabwéens qui n'étaient pas inquiétés et qui menaient une très belle vie au Zimbabwe. Mais vous avez des Shona qui se battaient avec les Ndébélés et tout ça. Guerre ethnique entre les Shona et les Ndébélés. Ça a fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts dans le pays. Attaque, des guerres tribales dans le pays. Pendant ce temps, la minorité blanche de l'Afrique du Zimbabwe était tranquille. Ils étaient au pouvoir, ils géraient le pays. Je suis parti du Cameroun, hein, j'ai pris des exemples au Rwanda, j'ai pris au Congo, j'ai pris partout, un peu partout pour faire comprendre que le problème, c'est un phénomène qui s'est tellement élargi. Ça s'est normalisé chez nous et on ne fait rien pour que les choses changent justement. Parce que c'est trop facile de pardonner. On pardonne trop facilement. On laisse les gens faire tout et n'importe quoi. Pendant que dans le Matembele-Lani, il y avait 26 000 à 30 000 morts. Robert Mugabe se battait avec Joshua Nkomo. Les guerres ethniques au Zimbabwe, au même moment, vous avez des Blancs au pouvoir qui étaient des ministres et tout ça, des directeurs des entreprises et tout, qui avaient une très belle vie. Ils ont même d'ailleurs l'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Zimbabwe, on l'appelait Bruce Gobela. C'était un Blanc. L'ancien premier ministre là-bas, parce qu'il n'y avait pas de président. Comme maintenant, on a le président. À l'époque, c'était, comment on l'appelait, Ian Smith. Un descendant de colons anglais. Ian Smith. Et Ian Smith, un raciste, un fou, qui a pris le pays en otage et qui disait que les nègres d'Afrique du Zimbabwe ne sont pas en mesure de diriger un pays. Ils ne savent pas c'est quoi diriger un pays. Et il avait sa veste qu'il avait accrochée quelque part. Et cette veste-là, jusqu'aujourd'hui, hein, la veste existe encore. Hein. Et il montrait ça dans tout le pays en disant, même quand je ne serai plus Premier ministre pour diriger ce pays, cette veste-ci serait en même de diriger le pays mieux que les Noirs. Parce que les Noirs ne savent pas c'est quoi diriger. Vous comprenez jusqu'à quel point il insultait les Noirs du Zimbabwe. Et pendant ce temps, les Noirs du Zimbabwe se faisaient la guerre. Il avait dit que le costume que vous voyez là, mon costume est à même de diriger le pays. Quand je ne serai plus là, ce costume-là va diriger le pays. Un descendant de colons anglais, un fou raciste qui a été à la tête du Zimbabwe. Et pendant ce temps, Robert Mugabe menaçait que quand je vais prendre le pouvoir, Ian Smith, je vais le pendre. Il y avait même un endroit, l'arbre là encore jusqu'aujourd'hui au Zimbabwe existe, où il avait dit que c'est ici que je vais, ce président-là, je vais le premier ministre, je vais l'arrêter. C'est là où moi je vais le pendre. Mais quand il a pris le pouvoir, après toute la bataille qu'il y a eu, tranquillement, l'ancien président, l'ancien premier ministre Ian Smith a mené sa vie paisiblement jusqu'à sa mort et il percevait son salaire d'ancien président. Il n'a jamais été inquiété. Il a vécu sa vie tranquillement au Zimbabwe. Vous avez des descendants de Blancs au Zimbabwe jusqu'à aujourd'hui qui occupent encore les terres, comme en Afrique du Sud.
78% des terres sont détenues par des Blancs. Ils font à peine 8% de la population. Vous comprenez ça? On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas s'aimer, mais quand il s'agit de nous mettre ensemble pour défendre nos intérêts en tant que peuple, on doit faire d'abord bloc pour lutter contre l'ennemi. C'est justement ce que les autres font. Vous croyez quand vous voyez les Arabes et tout ça là, est-ce qu'ils veulent comprendre? Quand ils ont en face d'eux des Noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se mettent ensemble, ils combattent d'abord. Et plus tard, maintenant, ils vont avoir leurs problèmes entre eux. Ils auront toujours leurs problèmes entre eux. Quand vous attaquez, par exemple, les rebeux ici, vous avez des Noirs en face. Est-ce que vous savez qui est Algérien, qui est Marocain, qui est Tunisien? Est-ce que vous savez entre Algériens là d'où chacun vient, d'où tel vient, non? Pourtant, entre eux, ils se détestent. Hein? Ils se détestent. Le roi du Nord, si tu dis encore un mot ici, je vais te bloquer. Et pour toi, l'ennemi est devenu le prof Kamto. Qui a dit que l'ennemi était le prof Kamto? Tu veux me pousser à parler de Kamto, alors que depuis que je suis en train de parler là, je n'ai pas organisé le direct pour parler de Kamto. Mes critiques contre Maurice Kamto ont été des critiques qui sont claires, constructives, et mes propos sont encore clairs jusqu'à aujourd'hui. Je ne changerai pas parce que j'ai envie de plaire à quelques microbes comme toi. Tu n'es pas content, tu dégages de mon direct. Je n'ai pas organisé le direct pour parler de Maurice Kamto. Et je n'ai jamais été dans le Maurice Kamto bashing. Il faut dire les choses. Quand je dis les choses, j'ai envie de parler, je parle. Ce n'est pas parce que tu fais ça que tu vas m'empêcher de dire ce que je pense. Je ne fais pas du Kamto bashing. Voilà. Tu dis encore un mot, tu es viré. Je te bloque tout simplement. Le combat que je mène depuis des années, quand je dénonce que Maurice Kamto est victime du fait qu'il soit Bamileke. Quand je parle de ça, on ne voit pas des microbes comme toi. Vous savez combien de coups je prends par jour? Combien de choses j'ai jusqu'à aujourd'hui, des trucs même que j'ai perdu parce que je mène ce combat. C'est facile de débarquer comme ça dans les lives des gens pour venir dire des bêtises. Il y a des gens qui m'ont dit que tu quittes derrière les histoires de Kamto et tout ça. J'ai dit je suis avec lui jusqu'à la gare. Vous savez combien de gens aujourd'hui sont ennemis avec moi parce que je défends Kamto? Ils ont dit qu'on était dans les affaires des frères du village. On soutient Kamto parce qu'il est de notre village. J'ai dit je soutiens. Et juste ainsi, je serai avec lui parce que c'est lui la victime. C'est lui qui est rejeté à cause de son origine. C'est lui qui a subi tout ce qu'il a subi là parce qu'on ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Quand je mène ce combat là, on ne te voit pas. Je ne veux plus les gens comme ça dans mes lives. Donc je continue. Hein. Moi, je n'étais pas en train de parler du Cameroun en tout cas. Moi, j'étais sur le continent africain, je parlais des trucs. J'ai parlé du Cameroun au début. Donc maintenant, je continue. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'ai parlé de l'aliénation religieuse et tout ça. Je discutais il y a encore quelques temps avec un ami qui était d'ailleurs choqué. Il a appris ça à l'instant. Et je lui disais, il y a eu ce moule-là dans lequel on a mis les Africains, notamment les Africains qui sont de confession musulmane. Il faut rappeler qu'il y a une certaine violence, une sorte de conditionnement psychique dans l'islam qui est tellement prononcé que dans le christianisme, ça ne peut pas être pareil. C'est-à-dire que un chrétien, par exemple moi, en tant qu'ex-chrétien, j'ai été catholique confirmé. J'ai même failli être servant, je faisais des trucs de servant, j'ai même failli être prêtre. Mais pour que je prenne conscience, que je sorte de là et que je rejoigne mes ancêtres, ça n'a pas été difficile. Ça n'a vraiment pas été difficile. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas ce conditionnement psychique-là en tant que tel. Mais dans l'islam, c'est quelque chose de tellement poussé que il est même d'ailleurs interdit de quitter l'islam. Donc, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens là qui sont des ex-musulmans et qui sont menacés de mort, simplement parce qu'ils ont quitté l'islam, ce qui est quelque chose d'interdit dans la religion. Donc, vous voyez, c'est un prosélytisme qui est très, très poussé. Donc, les différentes histoires des voyageurs, ce conditionnement fait que
même ceux qui ont fait du mal au continent africain, sont présentés comme des héros. Ceux qui ont mené les luttes sur le continent africain contre les intérêts de leur propre peuple sont des Africains eux-mêmes. Je crois que je t'ai baissé totalement la luminosité. Ce sont des Africains eux-mêmes qui ont mené ces luttes-là sur le continent. C'est-à-dire que quand les Arabes arrivent avec l'islam, une fois qu'ils ont mené la bataille, une fois qu'ils ont commencé à imposer leur religion, c'est les Africains eux-mêmes qui étaient convertis à l'islam, qui beaucoup étaient des voyageurs, des commerçants, des choses comme ça, qui vont ramener progressivement l'islam dans d'autres parties de l'Afrique, notamment en allant dans la partie sud. Parce que quand vous regardez le continent africain, la partie sud, il y a très très peu de musulmans. Mais ceux qui sont allés à la conquête des terres, ceux qui étaient des conquérants, ceux qui sont allés conquérir des terres, qui sont des grands, ceux qu'on appelait les seigneurs de la guerre, ceux qui ont mené le djihad à l'époque, sont considérés aujourd'hui par des Africains musulmans, ou l'histoire même d'ailleurs en général, les considère comme des héros. Or, ces gens-là étaient tout simplement des criminels. C'était des gens qui ont ouvert la porte à l'esclavage arabo-musulman, c'est-à-dire que les esclavages des Noirs, pas des arabo-musulmans. C'est le cas d'un rabatteur qui allait partout dans des zones, dans des empires de l'époque, pour arracher à la terre africaine leurs propres enfants, pour esclavagiser de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar et tout ça, de l'ancienne Mésopotamie, de la Mésopotamie ancienne. Vous avez des gens comme des Tipou-Tip. Vous avez dans le nord du Cameroun, le nord du Nigeria actuel, vous avez quelqu'un comme Danfodio, Ousmane Danfodio, qui ont fait des razzias partout. Vous avez des Samori Touré, qui étaient des djihadistes, des gens, des colons, qui faisaient le sale boulot pour le compte des puissances arabo-musulmanes. Vous avez les El Hadj Omar Tal. Mais il y a des Africains musulmans aujourd'hui convaincus que c'était des héros. Si tu parles mal d'eux pour eux, tu as touché à un héros. El Hadj Omar Tal, il y a même Tikenja Fakoli, qui a même une chanson. Il rend hommage au grand héros et il cite El Hadj Omar Tal. Et El Hadj Omar Tal, quand il meurt, il y a son fils qui prend sa place, Mamadou Tal, et il continue le boulot de son père. L'islamisation forcée, où on détruit des empires, on détruit des civilisations, on viole nos mamans, on attaque des villages entiers, on arrête des gens et qu'on livre. Oui, parce que c'est quelque chose de... Oui, il faut le dire. Il faut être courageux pour aborder ces sujets-là. Parce que on parle toujours de l'esclavage des Blancs, l'esclavage des Occidentaux. Les Blancs ont fait ci, les Blancs ont fait. Mais ce que les Arabes ont fait, c'était même encore pire. Sauf que c'est des sujets que les gens n'abordent pas. Et les premiers qui ne veulent jamais toucher ce sujet, ce sont les musulmans africains eux-mêmes. Ils n'osent pas aborder ce sujet parce que quand tu touches à Samori Touré, des gens comme El Hadj Omar Tal, les Ousmane Danfodio, tous ces gens-là, pour eux, ce sont des héros. Ils sont considérés comme des héros, à tort. C'est justement ça le problème. Et vous avez, historiquement, certains peuples africains qui se sont toujours sentis plus proches des Arabes que les autres Africains, qui ont toujours été dans la collaboration avec les Arabes. Et remarquez que jusqu'aujourd'hui, même ce qui est en train de se passer dans le Sahel, quand on veut atteindre le peuple africain dans son cœur même, on passe toujours par ce même peuple-là qui va collaborer facilement avec les Arabes pour qu'on atteigne leurs propres frères. Parce qu'il y en a qui ne se considèrent pas comme africains. C'est pour ça que quand tu as affaire à quelqu'un comme, par exemple, tu vois un Somalien devant toi, tu vois, tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un Soudanais devant toi, parfois pour certains qui sont même d'ailleurs d'autres des Éthiopiens, mais eux, ils se prennent pour des Arabes. C'est comme vous avez des Africains qui vous disent carrément qu'ils sont descendants du prophète Mohammed. Tu te demandes à quel moment ça s'est passé pour qu'il soit descendant du prophète. Mais il te dit qu'il est descendant du prophète. Cette trahison-là est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais maintenant, comment on punit ça? Ceux qui punissent, comment ils sont, ceux qui trahissent, comment ils sont punis? Ceux qui posent les actes héroïques, comment on les récompense?
C'est autant de bêtises sur le continent africain. Autant de bêtises. Voilà, il y a un autre là qu'on appelle Imam Dicko. Voilà quelqu'un qui trahit son pays et qui se retrouve en Algérie et protégé par les autorités algériennes. Imam Dicko. Vous voyez des gens comme ça. Il y a pendant ce temps un imam en Guinée, dont j'oublie le nom, qui fait des prêches en langue soussou. Il a été attaqué par ses propres frères guinéens musulmans en lui rappelant que non, pour prier dans l'islam, il y a une seule langue, c'est en arabe. Et on prie en direction de la Mecque. Parce que lui ne faisait pas de prières, non. Il faisait sa prière de l'islam là, mais en langue soussou. Il a créé, même il a ouvert une grande mosquée et tout. Cette mosquée a été détruite, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Parce qu'il a osé faire des prêches dans sa langue maternelle. Et ses propres frères s'attaquent en lui disant que c'est la langue du diable parce que le Dieu ne comprend pas cette langue-là. Dieu ne comprend que l'arabe. Et c'est la langue qu'on parle au paradis. Et le jour du jugement, on va te juger en arabe. C'est-à-dire que nous autres là qui ne sommes pas musulmans, tous les gens qui sont sur cette planète Terre et qui ne parlent pas arabe, ces gens-là, quand ils vont arriver au jour du jugement, ils seront simplement punis parce qu'ils ne parlent pas arabe, parce que le jugement se fait en arabe. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'apprendre l'arabe. Vous entendez des bêtises comme ça. L'Africain toujours dans la collaboration. Toujours dans la collaboration. Sans jamais comprendre que derrière l'islam, il y a une culture, il y a une langue. Derrière l'islam, il y a un projet politique, il y a un projet hégémonique, il y a un projet de domination. Derrière l'islam, l'islam est le porte-étendard. Mais derrière, il y a une culture. Derrière ça, il y a une civilisation. Et les autres peuples qui ont été convertis à l'islam, pas soit volontairement, d'autres par force, la plupart du temps d'ailleurs c'était par force, avec le djihad. Ces peuples-là, certains ont décidé d'adhérer à la religion, mais ils ont rejeté l'arabité, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à l'islam, mais ils ont rejeté l'arabité, c'est-à-dire que tu peux être musulman, mais sans toutefois être arabe. Tu peux être musulman sans toutefois fondre dans la culture arabe. Même si ça reste quelque chose de très compliqué. Il y a quand même des peuples qui essayent de le faire. Vous voyez les Turcs. Les Turcs, ils ont leur propre langue. Vous voyez les Turcs qui ont adopté l'islam. Voilà. C'est des gens qui essaient plus ou moins de faire la promotion de leur propre civilisation, de leur propre culture, sans que cela ne soit mêlé. Vous voyez, il y a des Chinois musulmans. Vous avez pratiquement 30 millions de Chinois qui sont musulmans. Et ce n'est pas pour autant que vous voyez ces Chinois s'habiller comme des Arabes, parler comme des Arabes, modifier tout dans leur généalogie pour se présenter comme étant des descendants d'Arabes. Ce n'est pas comme ça. Mais l'Africain est le seul qui pense que du jour au lendemain, il s'est converti à l'islam. Il faut qu'il porte soi-disant un nom musulman. Or, le nom musulman, ça n'existe pas. Un nom chrétien, ça n'existe pas. Quand tu portes le nom de Abdelmalik, tu crois que tu portes Abdelmalik, un nom musulman. Non, c'est un nom arabe, Abdelmalik, c'est-à-dire celui qui est soumis au roi. Malik, c'est le roi. C'est-à-dire que tu portes un nom qui a une signification dans une culture bien précise, dans une langue bien précise. Quand tu te convertis, tu laisses ton nom de Ngongan pour dire maintenant appelez-moi Abdelmalik, mais il y a un problème. Tu es en train déjà de te soumettre. Quand tu pries en direction de la Mecque, c'est-à-dire que tu envoies ton énergie là-bas et qui sont reçus par des égrégores qui sont à la Mecque. Tu es pourtant africain, tu envoies ton énergie au Vatican, tu envoies ton énergie à la Mecque, au lieu de retourner cette énergie vers ton propre continent, la terre-mère. D'où est partie l'humanité, à partir de la vallée de l'Omo. Il y a des peuples qui ont réussi plus ou moins, comme les Indonésiens, merci Gaston. Les Indonésiens, les Malaisiens, il y a quand même des peuples dans ce monde, oui. Vous voyez, chez eux, ils essayent plus ou moins de garder leur culture. Ils ne se présentent pas comme étant comme des Arabes. Vous avez des gens plus noirs que vous et moi, vous demandez qui sont Arabes. J'ai aimé beaucoup une vidéo d'une femme soudanaise qui vit en Suisse, qui est réfugiée en Suisse, qui fait des vidéos en français, qui explique des choses. Elle dit, elle est née, elle a grandi au Soudan, elle s'est toujours présentée partout où elle partait comme une Arabe. Elle a toujours su qu'elle était arabe. Il n'était pas possible qu'elle imagine un seul jour être traitée d'africaine.
Et une fois elle arrive en Suisse comme réfugiée, elle va à l'école, on l'appelle africaine. Elle se fâche. Plus le temps passe partout où elle part, elle se présente comme arabe, on la rejette, on dit mais non, tu n'es pas arabe, tu es africain. Et c'est l'occasion pour elle de commencer à voir des Congolais, des Camerounais, des Tchadiens, je ne sais pas, des Centrafricains, des Ivoiriens. Au fur et à mesure, elle grandit en Suisse, elle rencontre des autres Africains et se dit mais attends, mais quand je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir, je ressemble plus à ces Camerounais, Congolais, Ivoiriens. Je fais tout comme eux. Mais pourquoi depuis ma naissance, on m'a présenté comme une arabe? Elle commence à prendre conscience. Quand elle rentre de l'école, à chaque fois, elle se regarde dans le miroir et dit mais attends, je dis que je suis arabe, mais est-ce que c'est vrai? Elle a fait plusieurs vidéos là-dessus. J'adore cette fille-là quand elle fait ses lives. Elle explique comment le décalage s'est fait. Et à chaque fois qu'elle se retrouve avec ses frères africains, elle voit qu'elle est dans le rythme, elle voit qu'il y a plein de trucs en commun. Même sans avoir à chercher, ça coule naturellement. Alors qu'elle s'est toujours présentée comme une arabe. C'est là où elle a jeté l'arabité. Elle a dit non, je suis africaine. Elle commence à se présenter comme une africaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de lavage de cerveau durant des siècles. Et c'est un travail qui n'est pas facile de dézombification. Ça prend beaucoup de temps. Et il va donc falloir faire ce job, ce travail-là. C'est pour ça qu'il faut des gens comme moi sur la toile. Où on apporte notre contribution. Le peu qu'on connaît, on vient partager ça avec vous. Les travaux faits par des géants comme les Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, tous ces géants-là qui ont fait ce travail formidable. Je vais citer qui sont tellement nombreux. Nous contribuons à la vulgarisation de ce savoir africain. Voilà notre rôle. Nous vulgarisons ce savoir. Nous parlons de ces bouquins. Nous faisons des lectures. Nous présentons des bouquins. On explique, on parle. Le peu qu'on connaît, on dit, bon, si tu as besoin de telle information, va dans Nation Nègre et Culture. Si tu veux connaître ceci, va lire par exemple l'ouvrage de... Il y a un ouvrage que je recommande souvent beaucoup aux Africains, de ma soeur de combat, Djalissa Sekmet, qui est une digne fille des Antilles, une autre fille. Elle a fait un ouvrage magnifique qui coûte 30 €, qui est l'histoire de la diaspora africaine, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. C'est vraiment un livre d'initiation pour les enfants à partir de 10 ans jusqu'à... Vous pouvez avoir 50, 60 ans, vous le lisez, hein, vous vous retrouvez tellement dedans, c'est beau, c'est bien écrit, il y a des images. Moi-même, je l'ai lu, pourtant... Dieu seul sait quel âge j'ai maintenant. Ça commence à... Le temps passe là. Mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Donc quand vous voyez tous ces lectures-là, tout ce qu'on fait, on sort tout ça, après on dit voilà ça. Et c'est comme ça qu'on contribue maintenant à la conscientisation. C'est comme ça qu'on contribue à l'éveil de conscience, à la construction d'une conscience historique panafricaine. C'est de cette façon-là qu'on contribue. Les gens qui ont fait ce job-là, nous, on est là pour distiller le savoir, pour faire, n'est-ce pas, la promotion de ce savoir. Nous, on distribue, on envoie ça, que ça aille le plus loin possible. On fait des découpages et tout. On partage partout. On essaye avec des vidéos, parfois par des écrits, c'est parfois plus complexe parce que il y a peut-être des gens qui ne vont pas s'asseoir pendant 2-3 heures et lire, mais il y a des gens qui vont écouter ce qu'on dit en 2-3 heures. Parfois même dans des lives de 3-4 heures, il n'y a pas de souci, les gens vont écouter. Donc, on utilise tous les moyens possibles pour passer le message. Et c'est ce qui compte. C'est très important tout ce travail qu'on fait là. Les gens ont l'impression que ça sort de nulle part. Non, il y a tout un travail là derrière. C'est pour ça qu'il faut faire attention, comme je vous le disais. Hein. Faites très très attention. L'Africain qui se présente comme quand vous voyez un bounty, par exemple, antillais ici. Il faut plus se méfier de ce bounty. Un antillais qui te dit qu'il a du sang breton. Mais il faut faire attention. Mais c'est un danger. J'ai connu des Antillais qui se présentent devant moi carrément. Il te dit qu'il a du sang breton. Et jusqu'aujourd'hui, hein, il y en a partout. Allez dans le 91 ici, vous avez plein d'Antillais nés, grandis ici, qui vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Dès que, à mon boulot d'ailleurs, ils sont nombreux. Dès que tu essaies de les rapprocher un peu à l'Afrique, là, ils s'énervent. Dès que tu commences à parler, dès que tu sors le truc Afrique, là, il n'est plus avec toi parce que lui, il se passe pour un descendant de Breton.
Il dit qu'il est antillais, il n'a rien à voir avec l'Afrique. Parfois, il s'invente même des origines, des origines des Arawaks et tout ça. Parfois, il s'invente des origines. Vous savez, les Noirs américains, les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, c'est une terre indienne, c'est une terre des populations autochtones hein, qui ne sont pas véritablement des Indiens. C'est des populations arawak, voilà, comme la ville de New York, c'était leur ville, les populations autochtones vraiment de ces zones-là et tout. Donc, il y a des Noirs américains qui préfèrent s'inventer des origines parce qu'ils ne veulent pas paraître comme des descendants d'esclaves. Ils vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique, ils s'inventent des origines avec les Noirs du Mexique, les Noirs américains et tout ça, bref, les populations autochtones, ce qu'on appelle les Amérindiens. Ils préfèrent s'allier à ceux-là plutôt que de s'affirmer comme étant des Africains. Parce qu'être Africain, pour eux, c'est une honte. C'est justement ça le problème. Vous avez beaucoup d'Antillais ici. Dès que vous les rapprochez un peu là de l'Afrique, ils vous disent non, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Mais c'est aussi parce que l'Afrique est faible. Le jour où l'Afrique va se développer, on aura de belles villes partout, on n'aura plus de guerres, la misère, la souffrance qu'on brandit, qu'on balance tous les jours dans des propagandes et autres. C'est vrai que sur le terrain, c'est une réalité. Une fois qu'on n'aura plus tout ça et tout, les gens seront fiers de dire qu'ils sont africains. La preuve aujourd'hui, ça se fait beaucoup mieux qu'il y a 20-30 ans en arrière. De plus en plus, maintenant, vous avez des couples ici, hein, guadeloupéens avec les Congolais, Martiniquais, Camerounais, vous avez plein de couples maintenant. La génération qui est arrivée ces dernières années-ci, on a des générations beaucoup plus décomplexées, des générations parfois de nés grandis ici qui se mettent ensemble sans avoir de grandes difficultés. Je ne vois pas en quoi je suis différent d'une Antillaise ou d'une Noire américaine ou d'une Noire, je ne sais pas, une Haïtienne ou bien, je ne sais pas. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Oui, oui, justement, le projet Back to Africa, c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que la fois dernière, j'ai un ami béninois avec qui je discute souvent. J'ai dit, mais c'est une honte. Un pays comme le Bénin qui s'est présenté, qui se présente comme étant une terre d'accueil pour les enfants africains qui ont été déportés. Le président béninois, dans une période aussi extrême, l'ONU se retrouve dans un sommet où on vote pour la première fois l'esclavage des Noirs comme étant le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Le Bénin s'abstient. Alors que cette même terre du Bénin, c'est sur cette même terre du Bénin que des centaines de milliers d'enfants ont été arrachés et déportés aux Antilles. Beaucoup des Haïtiens que vous voyez là viennent du Bénin. Toussaint Louverture, son père était un prince du royaume de l'Alada. Le royaume de l'Alada, jusqu'à aujourd'hui, tout ça existe, toutes ces parties-là au Bénin. On a construit au Bénin ce qu'ils appellent la porte du non-retour. Il y a des gros projets qui sont réalisés au Bénin pour présenter cette face-là de l'Afrique. Il y a des vestiges et plein de choses qui ont été conservées et tout ça. C'est un pays qui est en train de grandir sur le plan touristique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer. Et le président béninois, Talon, qu'est-ce qu'il fait? On dit que non, il fallait voter, mais l'ambassadeur qui a été envoyé n'était pas là, il était absent, et que le lendemain, il a envoyé son vote. Écoutez, des bêtises comme ça. Parce que Talon a peur. La France s'étant maintenue, Talon sait que s'il vote, attention, ça peut se retourner contre lui. Donc, il a envie de protéger ses intérêts. Au Bénin, il faut faire passer le nouveau président Ouadani qui arrive et tout, qui protège ses intérêts, qui est son bon petit, comme on dit. On manque de dignité au point d'humilier ses propres ancêtres parce qu'on veut un individu en fait. C'est-à-dire qu'on sacrifie le collectif pour l'individu. Or, l'Africain, c'est le collectif qui s'impose à l'individu et non l'individu qui s'impose à la communauté. Voilà pourquoi j'ai fait un post l'autre jour pour dire il y a un sérieux problème avec le deuil du héros Anissé Kane. Il y a un sérieux problème parce que l'Africain ne raisonne pas comme ça. L'Africain raisonne en termes de communauté. L'Africain, c'est l'individu qui fond dans la masse pour donner la force à la masse. L'Africain n'est pas celui qui parle de façon individualiste comme les Occidentaux.
C'est une autre vision du monde. Ce n'est pas la vision du monde africain. Un Africain ne peut pas dire que quand je ne serai plus là ou quand je vais peut-être mourir, la voiture, si vous donnez à tel, quand je ne serai plus là, voici ceci, voici cela. L'Africain, il y a des choses qu'on fait parce qu'on est peut-être allé à l'école occidentale. Il y a des choses qu'on fait parfois par ignorance. Mais si on s'en tient à la tradition africaine, c'est la communauté qui enterre son enfant. Ce n'est pas l'individu qui décide, qui prend une décision au détriment de l'intérêt de la communauté. Mais maintenant, comme on est dans un monde où il y a les lois, donc entre parenthèses, entre guillemets, bon, on va dire ça, les lois des Occidentaux, c'est finalement cette loi-là qui s'impose parce que tu peux décider en tant qu'individu de faire ceci ou cela, ou que ceci se passe comme tu as souhaité après ta mort. Maintenant naît le conflit permanent entre la tradition africaine et la volonté, les dernières volontés d'un individu. Maintenant, nous sommes dans ce monde-là et il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Donc, on est obligé de composer avec certaines réalités. Mais sinon, si on s'en tient à la culture africaine, c'est la communauté. Parce que l'Africain parle toujours de nous. L'Africain ne parle pas du jeu. L'Africain, c'est toujours nous. Parce que c'est le grand ensemble qui s'impose à l'individu. Parce qu'un individu isolé ne peut rien. On ne fonctionne qu'en communauté. Ce n'est que la communauté qui peut avoir la force et donc de prendre certaines décisions à un certain moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Du point de vue de la tradition, ils ont raison. Du point de vue de l'individu qu'il était, l'autre a raison. Vous voyez finalement dans quoi on se retrouve. Donc l'histoire de la trahison, ce n'est pas seulement une affaire africaine. Hein, les gens ailleurs, à gauche, à droite, il y a eu des trahisons. C'est juste qu'à un moment, il ne faut pas que cela se normalise. Je vous parlais des rebeux ici, entre eux, des Algériens. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Or, ça fait peut-être 70 ans que cette histoire s'est terminée, voire plus. Mais il y a des Algériens dont les parents sont nés en France, mais qui sont encore, il y a une annotation quelque part, descendants de Harki, c'est-à-dire descendants de traîtres. Parce qu'à l'époque, en Algérie, quand les Algériens se battaient pour leur indépendance contre les Français, il y avait des Algériens qui avaient embrassé le camp, le camp des Français et qui luttaient aux côtés des Français pour l'intérêt de la France au détriment de l'intérêt de l'Algérie. Ils ont accompagné les Français jusqu'à ce que quand la guerre est terminée, ils étaient obligés de fuir. Les Français les ont récupérés parce qu'on disait quitter le pays rapidement puisque vous avez été dans la collaboration. Le phénomène des Harkis, quand ils sont arrivés ici, les Français les ont parqués quelque part vers une ville là vers le nord. Comment ça s'appelle? Là où l'ancien ministre de l'Intérieur, il était ministre de l'Intérieur, là, comment il s'appelle? C'est lui le maire de cette ville-là. Ministre de l'Intérieur de Macron, là, celui qui est parti là. Comment il s'appelle encore? Il est le maire de cette ville-là. Il y a beaucoup de descendants d'Algériens là-bas. Beaucoup. Et ce sont les descendants de Harki qu'on avait jetés dans cette zone-là. Il dit jusqu'aujourd'hui, entre eux, Algériens, ils se font souvent la guerre. Ils arrivent comme ça, on dit tu es descendant de traître. Tes anciens, tes parents et parents autres avaient trahi. Tu es descendant de Harki. Ça ne veut pas dire que non, chez nous, non, la trahison est quelque chose de propre aux Africains. Non, les trahisons, ça se vit partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut juste qu'à un moment, que les Africains se mettent dans la tête clairement qu'on ne peut plus continuer comme ça. Trahison sur le plan religieux, trahison sur le plan politique, trahison sur le plan... il y a tellement de... Non, c'est pas Rachida Dati, c'est pas Rachida Dati. Je crois Rachida Dati, elle est marocaine. Comment on appelle l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron là, c'est lui. Il est maire là-bas en fait. C'est pas Tourcoing.
C'est le maire de Tourcoing ou quelque chose comme ça. Bref, c'est dans cette zone-là. Non, c'est plus dans le nord, c'est pas dans le sud. C'est vrai qu'il y a eu quelques poches, mais la grande partie, c'est dans le sud. C'est un homme, hein, ce n'est pas une ministre, c'est un homme, non. Celui qui était là avant que celui-ci ne vienne. Et je crois qu'il a même des ambitions présidentielles. C'est lui qui est le maire de cette ville-là. Il y a beaucoup de descendants de Harki là-bas qui ont fui l'Algérie à l'époque. Donc, voilà, je pense qu'on a passé un très bon moment. Hein. Voilà. J'avais envie de passer ce moment-là avec vous. J'avais envie de partager tout ceci avec vous. Voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de... Ce n'est pas des lives où je peux faire monter les gens, parce que ce n'est pas vraiment des lives où chacun monte donner son avis. Ce que je fais là, c'est plus technique, donc c'est pas une affaire de... C'est pas une affaire où chacun peut monter parler, parce que c'est pas des sujets... Ce ne sont pas des sujets faciles ou bien donnés à tout le monde. Il faut avoir quand même fait un travail de base là-dessus. Je ne dis pas que je suis le meilleur, il y a certainement des gens qui en savent mieux que moi. Mais ce n'est pas des sujets où il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait prendre la parole. C'est des sujets comme ça que je préfère donner un avis, donner des orientations, des pistes si les gens veulent peut-être s'intéresser. Mais voilà ma façon à moi, n'est-ce pas, de contribuer. Voilà, donc merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Non, ce n'est pas au Havre. Le Havre, c'est l'ancien qui veut devenir, l'ancien premier ministre de Macron, là. C'est lui qui est maire du Havre. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Ngumbeso Mbongbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep. 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 Très bonne soirée à tous et à toutes.